Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Je reçois dans quelques instants notre invité Vincent White qui vient nous parler de la fondation Movember. À l'espresso et à l'espresso allongé, il sera question des effets du cannabis. Notre invité en début de deuxième demi est Lynn Larrivée qui nous parle de son projet Contrer la stigmatisation et aussi de la santé mentale en Mauricie. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence bien sûr en chanson avec Nour et la chanson s'intitule Lumière bleue. Bienvenue à Folie douce. Que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à Folie douce. Je suis accompagné maintenant de mon invité qui est Vincent White. Bonjour, M. White. Bonjour, bonjour. Bienvenue à Folie douce. Vous êtes en fait ambassadeur de la fondation Movember. Puis on va probablement surprendre les auditeurs parce que Movember, c'est connu beaucoup pour ses actions. Ça fait quand même plusieurs années. Donc, présentez donc, pour commencer justement, la fondation. Qu'est-ce que c'est Movember? Puis on pourra y aller peut-être un petit peu plus, justement, santé globale ou santé mentale. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. En fait, donc, Movember est, simplement dit, la plus grande fondation, le plus gros mouvement au monde pour la santé masculine. C'est un mouvement qui a été fondé en 2003 à Melbourne, en Australie. OK. Et qui a été vraiment fondé sous l'angle de l'inspiration du mouvement du cancer du sein chez les femmes. Et a été vraiment, en fait, aussi fondé sur un petit peu d'une façon très anodin avec le port de la moustache, un défi de se faire pousser une moustache pendant un mois, oui. Avec 4 amis et qui sont devenus en fait donc les cofondateurs de ce mouvement-là qui est devenu bien sûr un mouvement mondial. Et pour tenter donc d'établir le même type de pont avec la santé masculine, bien, rapidement Movember, dès les premières années, ont intégré la cause du cancer de la prostate, car il y a sensiblement le même taux d'affectation du cancer de la prostate qu'avec le cancer du sein. C'est chez les femmes, c'est ça? Exact. Donc, c'était naturellement un cancer qui était une maladie qui était importante pour Movember d'attaquer, littéralement, et de s'assurer que les fonds amassés via cette campagne quelque peu virale soient relayés aux projets de recherche qui sont dédiés au cancer de la prostate. Oui. Et au Québec, ça fait depuis qu'on parlait de 2003 en Australie. Au Québec, c'est quand même récent, mais ça fait quand même quelques années. Ça fait maintenant 10 ans. OK, quand même. 10 ans. On croirait que c'est moins que ça, mais effectivement. Ça fait 10 ans que la campagne roule au Québec. Les grandes années, vraiment, je dirais 2011, 2014, sont des années très importantes. Ouais. Mais continue de l'être jusqu'à cette année. Ouais. Et puis, au fil des années, le cancer de la prostate, il y a d'autres causes qui ont été rajoutées au cancer de la prostate, en fait, incluant la santé mentale masculine, le cancer testiculaire, qui est le cancer le plus fréquent chez les jeunes hommes en l'âge de 15 et 39 ans, et finalement, la sensibilisation au suicide, à la prévention du suicide. Ça, c'est moins connu. En fait, tous les côtés santé mentale, moi, ça m'a surpris quand notre chercheuse me disait, parce que Movember, l'image est forte, puis l'exposure, pour employer l'expression, est très forte dans les médias pendant chaque mois de novembre à chaque année. Mais ce côté-là était moins connu. Alors, est-ce que ça a toujours été là ou c'est juste parce que ça s'est comme greffé finalement avec les besoins? Quoi? Oui, la santé mentale a été greffée si je ne me trompe pas, c'est bel et bien en 2012. Okay. Et le cancer testiculaire en 2015. Et puis par la suite, la sensibilisation à la prévention du suicide a été également intégrée en type comme cause. Oui, la santé mentale a été impliquée car il y a 1 homme sur 5 qui est affecté à chaque année au Canada, au Québec, par un problème de santé mentale, un diagnostic de santé mentale. Et surtout que si on dit que c'est tabou, la santé mentale, on connaît ça, on sait que c'est tabou, mais c'est encore plus tabou chez les hommes. Puis c'est que récemment qu'on sent que les hommes sont un peu plus conscients, ou en tout cas, il semble y avoir plus je sais pas, d'implication. Il y a eu des services, il y en a peut-être moins que pour les femmes, mais il y a encore même un bon bout de chemin à faire là, au niveau de la sensibilisation. Fait que je pense que c'est une bonne cause. Oui, bien merci beaucoup. Et en effet, je
dirais que les hommes on a une tendance un petit peu à être orgueilleux en tant qu'hommes et lorsque vient le temps de parler que ce soit de nos émotions ou d'un problème qui nous tracasse, on n'est pas les premiers à lever la main ou à avoir un désir d'en parler. Et dans le cas de Movember, la moustache étant quelque chose d'un petit peu de comique pour plusieurs personnes, que c'est la première fois qu'ils s'en laissent pousser une. Alors on dit ça un petit peu comme un vecteur de conversation par rapport à chacune des causes. Donc, c'est ce qui fait la sensibilisation pour la prévention du suicide, bien sûr, et de la santé mentale, du cancer de la prostate, cancer testiculaire. C'est les messages, les grands axes qu'on encourage notre communauté à partager lorsqu'ils participent à la campagne. Oui. La Fondation Movember, est-ce qu'elle est active à l'année longue ou on entend beaucoup parler à chaque mois de novembre parce qu'il y a comme c'est intéressant dans les médias de l'exposure qu'on a, mais est-ce que vous êtes présent à l'année longue? Oui, absolument. Regardez Movember, il y a le bureau chef mondial est à Melbourne, toujours en Australie. Ouais. Mais il y a une présence aux États-Unis, il y en a une également au Canada, il y en a une également en Angleterre. Et les projets de recherche, tout l'argent qui est amassé au Canada reste au Canada. Et puis, j'avancerais même que donc au Québec, jusqu'à présent, on a amassé donc, je ne me trompe pas bien, c'est bel et bien 11,2 millions qu'on a amassé comme fonds. Et puis, on est en mesure de réinvestir plus de 17 millions dans des programmes de recherche, dans 84 projets de recherche. Toutes causes confondues. Donc, on parle cancer prostate, testiculaire, santé mentale, qui parle surtout dans les projets de recherche via les institutions universitaires. On parle pas juste ici, bien sûr, à Montréal, mais l'Université de Sherbrooke, l'Université du Québec à Chicoutimi, la Polytechnique, l'Université Laval ont tous reçu des projets de recherche subventionnés. Et donc, c'est vraiment les efforts de tous les participants de notre communauté qui en fait part, et puis on en est extrêmement fiers. Il y a comme deux axes, en fait, dans votre action, c'est ça, c'est vraiment la sensibilisation et aller chercher des fonds, en fait, puis aller récolter, justement, pour aider la recherche. C'est un peu ça, les deux axes. Hein? C'est exactement ça. C'est la pierre angulaire de la campagne, et les conversations qu'on engendre, ça nous aide à démystifier et à même contrer des symptômes de santé mentale ou de maladies masculines. Donc, c'est ce qu'on vraiment on encourage le plus possible, les gens d'en être conscients, d'avoir la conscience, la présence d'esprit, de savoir, d'être en mesure de contacter son médecin, puis de mettre son orgueil de côté, puis de dire, c'est peut-être un bon moment de l'année que j'appelle mon médecin, prendre mon rendez-vous, puis avoir une conversation honnête avec mon médecin. Par rapport à ma santé, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui on le fait pas. C'est pas un rendez-vous qu'on cherche nécessairement à faire. Donc, dû également à l'importance des femmes dans notre campagne, car souvent c'est elles qui prennent l'initiative de faire la planification de ce type de rendez-vous-là. Donc, non, je dirais que c'est raison de plus que l'importance de cette campagne-ci, et puis tous les projets de recherche qui sont subventionnés, évidemment, c'est pas ces projets de recherche-là ou les causes qu'on supporte ne sont pas nécessairement des causes à nature nationale, c'est des problèmes internationaux. Puis ce qui est le fun de ça, c'est que nos chercheurs au Québec sont d'une très grande qualité, et les 84 programmes en sont une preuve. Oui, qu'est-ce qui fait, d'après vous, que les hommes sont toujours si difficiles à aller chercher? Parce que on sent une amélioration, probablement que aussi changement de génération va faire en sorte que peut-être que ça, on va assister à d'autres choses, mais on a toujours une espèce de anciennes habitudes de nos ancêtres, peut-être, puis peut-être de nous-mêmes. Là, jusqu'à un certain point, peut-être que les plus jeunes n'auront pas à vivre ça, mais on a toujours l'impression que les hommes, ils vont, par exemple, ils vont plus s'agir violemment dans des situations plutôt que d'exprimer leurs émotions, ces choses-là. Pourquoi c'est si dur, autant santé physique que santé mentale, si on veut, de leur demander de passer à l'action, peut-être, puis de faire des changements dans leur vie? Je crois que mon Dieu, ça doit être une excellente question. Je crois qu'on parle souvent de problèmes, des fois, type générationnel, des problèmes peut-être un petit peu, ça peut être un petit peu culturel, disons, ou c'est la nature des gens, des fois, qui font que fait pas partie de leur expérience de vie, d'avoir l'instinct d'en parler. Je dirais que pour nous, c'est ce qu'on essaie donc de démystifier, de contrer. C'est de dire que c'est une bonne chose d'en parler et de partager ces messages-là, et d'être en mesure
parler à son médecin, de parler à un spécialiste lorsqu'on sent qu'on est en détresse. Donc, je crois que en effet, c'est donc ce type d'orgueil-là que chez les hommes on tente de contrer. Puis ça va de tous les âges aussi. Ça dépend aussi selon l'âge chez les jeunes hommes. C'est les jeunes qui ont les ados, ils ont 18, 19, 20 ans. C'est différent souvent des hommes qui ont en 50, 60 ans. Nous, on croit que la participation à Movember, c'est une première étape qui, encore une fois, c'est comique, c'est la façon de partir de dire hey, on va faire ça en équipe, on peut faire soit ça au travail ou dans la communauté. Mais en bout de ligne, on parle de sujets qui sont très sensibles. Donc, c'est la raison pourquoi on veut continuer à partager ce message-là. Et puis, on en apprend constamment par rapport à nos différentes communautés. Et vous avez peut-être aussi trouvé un petit peu la façon de faire parce qu'on sent un peu la camaraderie ou en tout cas l'esprit de gang, là, si on veut dire. Puis c'est peut-être ça que ça prend pour que les hommes se disent ben OK, let's go, on parle, je veux dire, on va t'aider à trouver des ressources, quelque chose. Il y a comme un esprit d'aide, peut-être de groupe, qu'on n'avait peut-être pas avant. Puis c'est peut-être ça aussi, ce modèle-là peut être intéressant à ce moment-là à mettre de l'avant. Oui, absolument. Les hommes, on a tendance à dire que ils peuvent être, souvent il y a des conversations qui sont plus d'épaule en épaule, donc c'est pas vraiment des vrais face-à-face, c'est vraiment des conversations un à côté de l'autre. Souvent, on tend à dire que souvent les femmes sont en mesure de prendre un café ensemble et puis voilà, on ouvre le livre et puis ils ont une facilité. Oui, on se regarde. Puis absolument. Alors les hommes, c'est différent. Ouais, c'est plus, c'est pas nécessairement autant face-à-face qu'on parle des sujets comme ça. Ouais. Donc, la participation à cette campagne-là, que ce soit dans une chambre de joueurs de hockey ou que ce soit au travail, autour d'un café ou quoi que ce soit, c'est ce qui donne l'option ou un genre de vecteur ou la pierre angulaire qui fait OK, parlons de ça et parlons de comment vas-tu. Souvent, c'est la question la plus importante à chaque journée qu'on se pose les uns les autres, c'est comment vas-tu? C'est une question excessivement importante. Par réflexe, on dit ça va bien. Ça va bien. Ça va. Mais quand on pose vraiment la question, mais non, je veux dire, comment ça va pour vrai? Tu vas? C'est ça. Prendre le temps, prends 3 secondes à y penser. Là. Exactement. Puis que la personne réponde vraiment autre chose qu'un automatisme, parce que c'est ce qu'on répond souvent. Ouais. On a quelques instants encore. Comment on peut faire pour en savoir plus sur Movember? Parce que j'imagine qu'on peut en prendre justement tous les services que vous pouvez offrir. C'est le site web, je pense, qui est le plus simple. C'est exactement ça, oui. Movember.com. Toutes nos ressources, les projets de recherche sont disponibles sur notre site web et les instructions à comment bien participer à la campagne sont disponibles sur notre site web. Et le .com fait que régionalement, on peut se retrouver. On peut retrouver parce que le .com, je veux dire, c'est pour tous les Movember un peu partout dans le monde. Oui, en fait, regardez, on est présent dans plus de 20 pays. Ouais. On est présent dans... mon Dieu, je crois que c'est facilement plus de 30 langues. Ouais. Donc, on a énormément de sites web à gérer à travers le monde. Au Canada, bien sûr, français, anglais, il n'y a aucun problème. Entièrement traduit, entièrement disponible. Toutes nos ressources sont disponibles en français. Ouais. Et on nous encourage les gens à faire des recherches parce que les projets de recherche sont là, si on est intéressé à voir ça, si on est intéressé à voir les rapports annuels, si on veut vraiment creuser dans la fondation, tout est disponible. Et puis, certainement, la participation à la campagne, les messages clés qu'on offre à notre communauté, tout est disponible. Ouais. Et c'est ce qu'on fait de maintenant depuis plusieurs années en support aux hommes. C'est intéressant. Merci beaucoup, M. White, d'avoir été des nôtres, donc ambassadeur de Fondation Movember, puis bonne continuation. Surtout, c'est intéressant d'apprendre que, en tout cas dans mon cas, là, on apprend que le côté santé mentale, puis le côté prévention du suicide, c'est tellement important chez les hommes que je pense que c'est une belle cause. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci énormément. À la prochaine. Vous aimez gazouiller? La bonne santé mentale vous titille? Suivez Folie Douce Radio sur Twitter. C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Les effets du cannabis cette semaine, t'as le goût qu'on s'envoie en l'air un peu? Pas vraiment, mais... non, sérieusement. C'est vraiment un sujet d'actualité. Oui, absolument. C'est sûr que depuis que la légalisation est faite au Canada, c'est sûr qu'on en parle encore plus, mais ça a toujours été je pense, d'intérêt de savoir un peu de quoi il s'agit. Mais il y a, dans l'article que j'ai trouvé, c'est un article qui s'appelle « Cannabis, les effets sur le long terme désormais connus ». On voit que finalement, le cannabis, ou comme on dit, le pot
C'est pas une drogue si douce que ça, surtout quand on en fait un usage régulier. Oui. Puis il y en a beaucoup qui se posent des questions, de dire la légalisation, c'est une bonne chose. Je pense que ça va prendre des années avant de savoir si effectivement c'était une erreur. Il faut laisser vivre la loi, là, parce que la loi est entérinée, mais il va falloir donner au moins 5 ans pour voir tous les effets. J'imagine. Oui, mais on connaît maintenant qu'est-ce que le cannabis peut faire à long terme. J'ai commencé, comme je fais parfois, avec la définition du cannabis récréatif qu'on trouve simplement sur Wikipédia, sur l'Internet. On nous dit « Le cannabis récréatif est considéré comme une drogue douce, notamment du fait de l'impossibilité de faire une overdose de THC. » THC qui veut dire tétrahydrocannabinol. Une dépendance psychique au cannabis reste possible, mais non physique, comme dans le cas des drogues dites dures. Par ailleurs, des effets métaboliques néfastes ont été observés. L'usage récréatif du cannabis est aujourd'hui autorisé dans plusieurs États américains, ainsi qu'en Uruguay et au Canada, qui est en juin 2018 le premier pays du G7 à voter la légalisation. Selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, 180 millions de personnes ont consommé au moins une fois du cannabis à usage récréatif en 2017. Alors, maintenant pour l'article dont je vous parlais, les effets sur le long terme désormais connus, écrit par Mme Marion Guérin, qui est journaliste française, sur le site pourquoidocteur.fr, un site français. Elle nous dit « 2 études mettent en évidence les effets du cannabis sur le long terme. Les conséquences neurologiques et psychiatriques incitent de plus en plus de consommateurs à consulter. Le cannabis a fait couler beaucoup d'encre. Depuis que sa consommation a explosé dans les années 1990, les études se multiplient pour déterminer les risques psychosociaux liés à l'usage de ce produit. Les équipes du National Institute on Drug Abuse, c'est l'Institut national de lutte contre la toxicomanie, un institut de recherche fédéral américain dont la mission est de faire valoir le pouvoir de la science sur l'abus de la toxicomanie, dresse un état des lieux de la recherche sur le cannabis. Désormais, on connaît de manière plus précise l'impact du cannabis sur le long terme. Il faut aussi dire, Pierre, que le THC, au fil des années, a augmenté. Tu veux dire... Oui, dans les années 70 et aujourd'hui, le THC, c'est... tu veux dire pour le pot? Dans le mélange, là. Oui, dans le mélange, c'est comme... ça représente ça a beaucoup plus le pourcentage et tout. C'est beaucoup plus fort que au début. À l'époque des années 70, tu n'avais pas la même force. Oui, ça, c'est quelque chose que j'ignorais. Mais selon les auteurs de l'étude, près d'un consommateur sur 10, c'est-à-dire 9%, développe une dépendance. Pour les utilisateurs qui ont commencé à l'adolescence, ce taux peut grimper jusqu'à 17%, 25 à 50% pour les fumeurs quotidiens. Des chiffres qui font relativiser l'idée qu'il s'agirait d'une drogue douce. Le cannabis est-il une porte d'entrée vers d'autres drogues? Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Ouais. On commence par le pot, puis après ça, on a besoin de passer à d'autres choses. On se demande si effectivement c'est ça. Je ne sais pas si c'est éprouvé. Ben, c'est possible selon les auteurs, qui se montrent beaucoup moins tranchés sur ce point. L'alcool et le tabac pourraient avoir le même rôle. Et il semble encore difficile de distinguer ce qui relève du parcours individuel et ce qui a trait aux caractéristiques fondamentales du produit. L'impact du cannabis est avant tout neurologique, affirment les auteurs, qui rappellent la vulnérabilité du cerveau, notamment lors de son développement pendant l'adolescence. Ainsi, plusieurs études montrent que la consommation de marijuana agit directement sur la région cérébrale impliquée dans la vigilance et la conscience de soi, ainsi que sur l'hippocampe impliqué dans l'apprentissage et la mémorisation. Les adultes ayant régulièrement fumé du cannabis au cours de leur adolescence présentent une connectivité neuronale diminuée, expliquent les auteurs, qui observent une association entre usage fréquent et déclin significatif du quotient intellectuel. Ces symptômes apparaissent d'ailleurs sur le court terme, soit désorganisation de la mémoire, altération du jugement, difficulté à se concentrer. Et si l'usage du cannabis est bel et bien associé à un risque accru d'anxiété et de dépression,
bien que la cause n'a pas été établie. Il semblerait plutôt que la marijuana exacerbe le cours de certaines maladies psychiatriques chez des sujets présentant une vulnérabilité génétique, notamment chez les schizophrènes. Chez ces sujets à risque, le cannabis peut générer des épisodes psychotiques de manière prématurée. L'étude passe en revue plusieurs risques psychosociaux liés à la consommation de marijuana, soit échec scolaire, faible revenu à l'âge adulte, recours accru aux services sociaux. Alors, je m'arrête ici et on va poursuivre un peu plus tard. Oui, à l'Espresso allongé, donc les effets du cannabis à Folie douce. Demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, nous recevons Lynn Larrivée qui nous présente le projet Contrer la stigmatisation et nous parle aussi de la santé mentale en Mauricie. À l'Espresso allongé, nous poursuivons sur les effets du cannabis. Vous entendrez aussi en chanson La Fontaine de Nicolet et Miroir dans le noir de Safia Nolin. Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à Folie douce, notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateurs de Facebook, YouTube, Instagram et Twitter, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale depuis plus de 25 ans. J'accueille maintenant mon invité qui est Mme Lynn Larrivée. Bonjour Mme Larrivée, bienvenue à l'émission Folie douce. Bonjour. Bonjour, vous êtes, on va parler ensemble en fait d'un beau projet qui est Projet Contrer la stigmatisation. Vous êtes membre de l'organisme L'Entourage et membre aussi de la Locomotive. Ce sont des organismes qui sont dans la région de la Mauricie, si je ne m'abuse. Oui, c'est de la Mauricie. Moi, au début, j'étais et je suis toujours membre de l'entourage par la Lanterne d'Espoir et le regroupement d'organismes de base en santé mentale avait un volet contre la stigmatisation. Ouais. Alors, d'où mon implication là, au niveau de la Locomotive pour contrer la stigmatisation. Parce que dans le fond, c'est un projet qui a été mis en place par plusieurs personnes intéressées à justement démystifier la santé mentale, justement contrer la stigmatisation. On sait que c'est tellement stigmatisant les problèmes de santé mentale. Donc, au regroupement des organismes de base en santé mentale, qui est le ROBS, comme vous dites, il y a eu ce site-là qui a été créé. Est-ce que ça remonte à longtemps et pourquoi l'avoir créé? Comment est venue l'idée ou qui a mis en place les choses pour que ce site-là voit le jour? Bien, pour que le site voit le jour, contrer la stigmatisation, on ne se cachera pas. Hein, les membres de l'entourage, autant que les personnes concernées, vivent beaucoup de stigmatisation. On en vit tout le temps. Et le fait que les jeunes en vivent, le regroupement d'organismes de base en santé mentale a décidé d'ouvrir ce volet-là, justement pour défaire les préjugés, mais aussi pour informer les gens. Parce qu'il y a beaucoup d'outils aux gens qui est donné dans le projet Contrer la stigmatisation pour permettre aussi des gens de sortir de l'isolement puis de dire « Hey, je suis pas toute seule à vivre ça. Ouais. » Parce qu'ensemble, on peut plus discuter. Alors, d'où là vient le projet Contrer la stigmatisation.
Et le projet lui-même, en fait, est-ce que c'est le but ultime, c'était de créer le site web ou s'il y a autre chose? Est-ce que le site web, je suis allé le voir, il y a beaucoup d'informations, tout ça, mais est-ce qu'il y avait aussi d'autres approches qui étaient dans ce projet-là contre la stigmatisation? Oui, entre autres, il y a des témoignages que les gens font, autant des personnes concernées que les membres de l'entourage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est en train de mettre en place des outils pour aider à mieux cerner des fois des articles qui paraissent dans les médias et aussi la formation qui est donnée pour mieux répondre à des articles comme ça et aussi mieux répondre à des questions qu'on aurait plus pointues, là. Alors, on a beaucoup de formations qui nous aident dans ce cheminement-là. Donc, vous venez un petit peu comme informer si, tu sais, on sait souvent que dans certains articles, il peut y avoir de la désinformation. D'une certaine façon, des fois, c'est pas la faute des gens qui l'écrivent ou qui rapportent la nouvelle, mais souvent, c'est mal connu, la santé mentale. C'est un peu ça, là. Vous êtes un peu critique, puis vous essayez de ramener les choses dans le bon ordre, là. Oui, tout à fait. Puis aussi, ça permet aux gens de voir, attendez un peu, là, on peut amener notre bagage à nous, notre vécu à nous comme membre de l'entourage pour dire, hey, écoutez, nous, là, on a déjà vu des situations comme ça, alors on peut réagir à ça dans notre point de vue à nous sur le terrain. Parce que des fois, on sait que les médecins réagissent, les infirmières et tous ceux qui sont au milieu de la personne. Mais en même temps, nous, on vit des choses qui fait que nous, on peut aller sur notre façon à nous de penser dans la population là, qui est membre de l'entourage. Comment ça a été développé, le projet? Parce que c'est un site web qui existe, là, on va rappeler l'adresse, c'est contrer la stigmatisation toutcollé.ca. Mais comment ça s'est mis en place? Comment est-ce qu'il y a eu un comité qui s'est penché sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les gens à être moins stigmatisés? Ou comment ça a vu le jour, finalement? Bien, la locomotive a vu le jour avec 2 stagiaires du RODS. Pourquoi que ça s'appelle locomotive? C'est que loco pour Laurence, co pour Coralie et le motive pour motivation. Alors, ces 2 personnes-là, ces 2 jeunes-là, ont parti le regroupement parce qu'ils trouvaient que en faisant des rencontres, ils trouvaient qu'il y avait beaucoup d'entraide aussi entre nous dans ces réunions-là. Alors, ils ont dit, pourquoi qu'on ne ferait pas une locomotive avec la motivation pour aller contrer la stigmatisation? Pourquoi on ne sortirait pas c'est-à-dire de la locomotive pour aller donner des témoignages, pour amener les gens. Moi, je dis toujours, quand je fais un témoignage, si je touche une personne dans la salle, ce sera une personne de gagnée qui ira contrer la stigmatisation aussi. Et ces témoignages-là, on les retrouve sur le site web ou on les retrouve, c'est-à-dire que les gens vont les faire devant un public? Oui. On les fait devant un public, ça peut être des employeurs, ça peut être au niveau des écoles, ça peut être aussi comme Service Canada où on en a fait une l'année passée, ça peut être plein d'organismes ou toute personne qui se sent concernée par la stigmatisation. Dans le fond, ça peut être ça. Oui, vous êtes situé donc dans la région pas très loin de Trois-Rivières. En fait, on parle de la région de la Mauricie. La santé mentale, nous, on est familier ici avec la grande région de Montréal. Est-ce qu'il y a à votre connaissance, il y a des différences marquées? Le fait que vous êtes quand même dans un milieu qui est peut-être différent, là, qui est urbain, oui, mais qui est à une plus petite échelle. Ben moi, je vous dirais que oui, peut-être parce que c'est plus à petite échelle, mais les informations sont quand même données à plus petite échelle aussi. Alors moi, je trouve qu'en région, faut aller chercher les gens, les informer de plus en plus parce que les gens sont un petit peu plus isolés. Fait que ces gens-là qui sont isolés,
qui n'ont pas la chance de dire moi je vais sortir, ben des fois c'est dans des émissions comme on fait ou dans la télévision, mais en donnant de la bonne information. Alors c'est ça qu'on fait aussi au niveau des témoignages, puis au niveau aussi des formations, fait que nous on peut rejoindre plus de gens. Mais en région, c'est plus difficile, exemple, qu'à Montréal, parce qu'à Montréal, c'est une grande région, il y a beaucoup plus de services, il y a beaucoup plus d'organismes. En Mauricie, là, on est un petit, même si on est quand même gros, on est quand même restreint là, au niveau des organismes autour de nous. Exemple, on a 2 à 3 Trois-Rivières. Un organisme qui s'occupe des personnes concernées, puis un organisme qui s'occupe des personnes de l'entourage. Ouais. Mais ensemble, moi je trouve qu'en région ensemble, d'où le projet Locomotive, c'est qu'ensemble on va plus loin. Alors moi c'est ma façon de le voir. C'est comme si on peut toucher le plus possible de gens, ben en région on va avoir déjà fait un bon travail. Moi, ce que j'ai souvent remarqué, ce qui est intéressant, les formations que vous parlez, je trouve qu'il y a des très bons sujets. J'en ai souvent vu passer des informations justement que le regroupement des organismes de base en santé mentale organise. Puis souvent, c'est quelque chose que je ne vois pas nécessairement ailleurs. Puis je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est motivant. En tout cas, le type de formation qui peuvent être offertes, je pense que c'est intéressant, là. Oui, puis il y a des formations qui sont faites aussi avec nous, mais avec aussi des intervenants. Alors, l'intervenant va chercher ce que nous, on amène aussi, notre témoignage à nous, notre façon de dire, oui, mais vous êtes sur le terrain, les intervenants, vous intervenez de cette façon-là, et c'est correct. Nous, on fait comme boucler la boucle, si on veut, d'une certaine façon, en emmenant notre propre savoir à nous, qui est la personne qui vit avec un proche qui a une problématique en santé mentale. Alors, moi, je pense que les deux peuvent s'apporter beaucoup. Alors, c'est ce qui fait que les formations sont bien. Puis aussi, les formations, c'est pour nous donner des outils. Alors, les outils qu'on va chercher, c'est formidable. Entre autres, je pense comment être délégué, c'est pour siéger sur des tables de concertation. On sait que quand on est sur le terrain, pour nous, c'est des choses qu'on connaît moins que quelqu'un qui est au milieu du travail puis qui travaille continuellement avec ça. Alors, ces formations-là nous aident à aller siéger sur des tables de concertation pour nous donner une voix aussi à nous. Madame Larrivée, donc on parle avec Lynn Larrivée, on parle entre autres du projet Contrer la stigmatisation. Dans votre cas, est-ce que ça fait longtemps que vous vous impliquez quand on parle de santé mentale, dans le milieu de la santé mentale? Est-ce que ça remonte quand même à plusieurs années? Moi, ça fait au moins 7-8 ans là, où je m'implique. J'ai commencé l'implication parce que je me disais, c'est tellement important pour les personnes qui vivent avec une problématique en santé mentale, mais c'est tellement important pour nous qui les appuient, de dire, pour moi, là, c'est tellement enrichissant d'aller chercher cette expertise-là et ce bénévole-là parce que cette implication-là, que je dirais, cette implication-là fait que c'est aussi gagnant pour aider mon proche. Pour aider ma fille qui vit avec un trouble de personnalité limite, entre autres, ce n'est un que je nomme, mais ça peut être plein d'autres là, au niveau maladie mentale. Alors, pour moi, cette implication-là est nécessaire de s'impliquer pour mieux aider autour de moi, puis mieux informer, parce que moi, quand j'ai commencé pour la première fois à consulter à la lanterne, ben, je vous dirais que c'était très difficile pour moi. Et ça prend un recul aussi à un moment donné quand on veut s'impliquer, un recul, puis une très belle résilience, je pense aussi, qui fait que tu peux aider autour de toi. Fait que cette implication-là, elle est nécessaire pour moi. Bon, il nous reste quelques instants, Mme Larrivée. Dans le projet Contrer la stigmatisation, est-ce qu'en allant sur le site, est-ce qu'on a toutes les informations? Bien, dans le site, on trouve l'information comment aller chercher des outils.
au niveau de contrer la stigmatisation. On retrouve aussi les formations que je parlais tantôt. Ouais. On retrouve aussi comment mieux... c'est quoi la stigmatisation? Entre autres, oui. Parce que des fois, on parle de stigmatisation, mais c'est un sens large. Stigmatisation, c'est pas juste les préjugés et on s'arrête à ça. Alors, toutes ces choses-là, puis on parle aussi de la locomotive, puis on détaille un peu plus c'est quoi la locomotive sur le site Internet. OK, on va donner l'adresse. Donc, c'est le www.contrer-la-stigmatisation-tout-collé.ca, c'est bien ça? C'est bien ça. Puis en allant sur le site, à ce moment-là, Internet, c'est la beauté. On peut, de partout, on peut aller accéder, puis on peut aller justement lire les contenus. C'est très intéressant. Avez-vous quelque chose à rajouter en quelques secondes? Ben moi, je trouve que c'est le plus beau projet qu'on a parti à Trois-Rivières, qui est la locomotive. C'est un projet d'où des personnes concernées et des personnes qui sont membres de l'entourage, qui sont sur la même table. Alors, on s'apporte beaucoup, effectivement, les deux ensemble, et c'est la première fois que ça se faisait au Québec. Alors, on peut être fier de notre beau projet et ça fonctionne très bien et les gens sont intéressés et embarquent avec nous. Puis, c'est très enrichissant. Merci beaucoup, c'est très intéressant. On a le goût d'aller vous lire. Merci beaucoup, Mme Lynn Larrivée, d'avoir été des nôtres et de nous avoir expliqué un petit peu cette réalité-là sur la stigmatisation. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Mais ça me fait un grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. De retour au micro, à l'Espresso allongé, le sujet entamé plus tôt, les effets du cannabis. Pierre Laporte et Ghislain Malo à notre compagnie. Alors Pierre, on te laisse poursuivre. Oui, il faut aussi souligner, Pierre, que c'est pas le cannabis thérapeutique. Mais si on a le temps, on va en parler un peu plus loin parce que ça aussi, c'est un sujet intéressant. Alors, je vais continuer ma lecture de cet article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Cannabis, les effets sur le long terme », désormais connu par Mme Marion Guérin, qui est journaliste française. Alors, Mme Guérin nous dit que le Lancet Psychiatry, une revue scientifique médicale britannique, a publié une étude très complète qui analyse l'impact du cannabis sur la scolarité. Une équipe australienne a passé en revue les résultats de 3 grandes études qui ont inclus plus de 3700 jeunes de 17 ans. Les fumeurs quotidiens paient le prix le plus lourd. La probabilité qu'ils achèvent leur parcours scolaire dans le secondaire ou qu'ils obtiennent un diplôme universitaire est réduite de 60%. Oui, mais Pierre, ça peut aider quand ton prof il est tellement plate qu'il peut endormir un mort. Non, mais c'est sérieux, là, cette étude-là. Oui. De faibles taux de cannabis ne semblent pas avoir d'effet significatif sur les voies respiratoires et le système cardiovasculaire. Cependant, les auteurs notent une prédominance des infections respiratoires et des pneumonies chez les fumeurs réguliers. On ne peut exclure une association entre la marijuana et le cancer du poumon, mais les résultats suggèrent que le risque est plus faible avec la marijuana qu'avec le tabac. Sur le plan cardiovasculaire, ils font preuve d'autant de prudence. On parle ici des auteurs de l'étude. La littérature existante mentionne une association entre consommation de cannabis et risque accru d'AVC et d'infarctus. Oui, pour évaluer ça, il faudrait peut-être faire des recherches sur la population des Rastafariens en Jamaïque qui sont de gros fumeurs de cannabis pour voir si effectivement il y a une incidence. C'est vrai. En excluant que les services de santé en Jamaïque sont quand même moins bons qu'en Occident. Ça dépend. Il faut voir. Au Canada, aux États-Unis. Je ne connais pas la réponse à ça. Mais on dit que dans l'article de Mme Guérin, on nous dit que les mécanismes sous-jacents aux effets de la marijuana sur les systèmes cardiovasculaires et cérébrovasculaires sont complexes et imparfaitement compris. Avec ces différentes mises au point, difficile pour les consommateurs de faire la politique de l'autruche. Beaucoup s'alarment du caractère addictif de cette drogue et de ses effets sur la santé. Sur le terrain, les professionnels de la santé remarquent une modification des comportements. L'insouciance des années 90 a fait place à une réelle prise de conscience. Maintenant, Ghislain, tu parlais tantôt de l'usage médical du cannabis. Oui, pour les gens, ouvrir l'appétit pour les gens qui souffrent de cancer. Ça, c'est un des bienfaits, là. On nous dit, si je regarde encore simplement dans Wikipédia,
l'usage médical du cannabis. On nous dit l'histoire de l'usage thérapeutique du cannabis est difficile à retracer, notamment parce que les législations régulant sa production, sa distribution, sa possession et sa consommation sont relativement récentes. Et la distinction entre usage médical et usage récréatif l'est encore plus. L'égyptologue Lise Maniche note la mention de la plante médicale de la marijuana dans plusieurs textes égyptiens, dont l'un remonte au 17e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est pas d'hier au matin qu'on sent de la marijuana. Oui, oui. Pour, Aujourd'hui, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup pour les gens, pour ouvrir l'appétit aux gens qui souffrent de cancer assez grave, parce que quand tu souffres de cancer, tu n'as pas d'appétit. Le côté douleur aussi, peut-être aussi pour amoindrir les douleurs. Les douleurs, ça peut être pris soit en fumée ou en muffin ou produits comestibles. On oublie ça. Oui, c'est vrai, il y a en huile, tout ça, il y a d'autres choses. Alors, on parle aussi de l'usage médical du cannabis, même aussi dans d'anciens textes chinois et indiens. Et il y en a un qui s'appelle le Shen Nung Pen Cao King. Excusez mon chinois, le plus vieux recueil traitant des plantes médicales attribué à l'empereur Shennong. Le cannabis y était prescrit pour traiter des vomissements, des maladies infectieuses parasitaires et des hémorragies. Et en terminant, le régime canadien du cannabis médical, selon l'Institut national de santé nationale du Québec, nous dit « Au Canada, il est possible pour un médecin de fournir une attestation médicale à un patient pour du cannabis provenant intégralement de la plante, sous forme de fleurs séchées, par exemple. Cela est possible en vertu du règlement sur l'accès au cannabis aux fins médicales, un règlement découlant de la loi réglementant certaines drogues et autres substances. Le cannabis n'est toutefois pas considéré comme un médicament à part entière, car il n'est pas approuvé pour usage thérapeutique en vertu de la loi sur les aliments et drogues et des règlements usuels en matière de médicaments, contrairement à certaines formes de cannabis de synthèse. Santé Canada identifie les symptômes ou troubles de santé pour lesquels une attestation peut être fournie, comme par exemple les graves nausées et vomissements causés par la chimiothérapie, les douleurs et spasmes liés à la sclérose en plaques et les symptômes présents chez les patients recevant des soins palliatifs. Alors, je vais m'arrêter ici et vous pourrez aller consulter vous-même cet article de Mme Marion Guérin sur les effets sur le long terme du cannabis. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Ghislain. Donc, les effets négatifs, les effets en fait du cannabis à Folie Douce. Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques mots pour terminer ce rendez-vous de Folie Douce. On y va avec la nomenclature des chansons. Ghislain Malo à ma compagnie. On écoutait en début d'émission Lumière bleue. De Nour. Oui, on a pu entendre Au courage. De Tony Melville. Dans la deuxième demi, La Fontaine. Oui, du groupe Nicolet. Et à l'instant, Miroir dans le noir. De Safia Nolin. Ben voilà, merci beaucoup pour votre choix musical. Merci. À toi et à Pierre. Merci pour ta recherche et ta participation au micro. Merci Pierre Laporte pour la mise en onde. Bienvenue. Ainsi que tes blocs Espresso où il nous a été question des effets du cannabis. On va en entendre parler encore des années. Je pense que ça fait que commencer. Ouais. C'est à suivre, en fait. Je remercie également notre invité en début d'émission, Vincent White, qui nous a parlé de la fondation Movember, et notre invité en début de deuxième demi, Lynn Larrivée, qui nous a parlé du projet Contrer la stigmatisation et de la santé mentale en Mauricie. C'est bien d'avoir des fois un son de cloche un peu qui vient d'une autre région que la région de Montréal qu'on couvre régulièrement. Donc, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine de Folie Douce. Au revoir.
Bop, 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 bop.